Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre réunion de présentation des subventions prévention des risques ergonomiques. Je me présente, je suis Laurence No, je suis assistante communication à la direction des risques professionnels. Nos intervenants aujourd'hui sont Isabelle Béchu, qui est chargée du pilotage des aides financières, et Renaud Nuitz, qui est ingénieur conseil. Alors, avant de commencer, je vous informe que cette réunion est enregistrée et que vous aurez le replay dès demain. On vous l'enverra par mail avec le support de présentation. À la fin de la présentation, vous pourrez poser vos questions à l'oral en cliquant sur lever la main et Isabelle ou Renaud y répondront en direct. Dernière petite chose, durant la présentation, je vous demanderai de bien couper vos micros et caméras. Donc, ceci étant dit, je vais pouvoir vous présenter succinctement la CARSAT. Donc, la CARSAT, c'est la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Elle assure trois grandes missions. Alors, la première, c'est la prévention santé, sécurité au travail. La CARSAT œuvre auprès des entreprises pour qu'elles réduisent le nombre et la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles. La deuxième mission de la CARSAT, c'est l'accompagnement des salariés fragilisés par leur état de santé et la prévention de la perte d'autonomie des retraités. La CARSAT accompagne les personnes fragilisées par des problèmes de santé, le handicap ou le vieillissement. Et la dernière des missions de la CARSAT, c'est certainement la plus connue, c'est la préparation et le paiement de la retraite des salariés et des indépendants. En résumé, bien, la CARSAT accompagne les salariés, les indépendants, les entreprises tout au long de la vie professionnelle et au moment de la retraite. Alors, ceci étant dit, je vais vous présenter le programme de notre réunion de ce matin. Dans un premier temps, on va vous expliquer le contexte du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle, qu'on appelle aussi FIPU. Dans un second temps, la présentation des 4 subventions de prévention des risques professionnels avec un zoom sur la subvention aménagement de poste. On vous expliquera aussi le montant des subventions accordées, les plafonds et les règles de cumul. Également, comment demander une subvention prévention, les outils, les sites internet et enfin tous les outils pour guider les entreprises. Et on parlera également des autres dispositifs de subvention pour les entreprises de moins de 50 salariés. Et à la suite de ça, on passera à un temps d'échange questions-réponses que vous pourrez poser à l'oral. Ceci étant dit, je laisse la parole à Isabelle qui va commencer la présentation. Bonjour à tous. On n'entend pas? Attention. Excusez-moi, vous avez peut-être pas entendu? Bah, non. Bah, non, je recommence. Je reviens en arrière. Hop, excusez-moi, je n'avais pas mis mon micro. Donc je me présente Isabelle Béchu, coordinatrice des incitations financières à la CARSAT, Bretagne. Donc voilà, dans un premier temps, je vais vous présenter le contexte, des subventions, donc qui sont issues d'un nouveau fonds, un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle qu'on appelle aussi communément le FIPU. Ce fonds a été créé par la loi retraite, donc promulguée en avril 2023, et ce fonds est géré par le réseau Assurance Maladie Risque Professionnel. Donc, le montant de la dotation nationale est fixé chaque année par arrêté pour l'année N+1. Pour 2024, 200 millions d'euros sur toute la France en fonction de 3 destinataires de paiement que je vais vous présenter tout de suite. L'objectif cible, c'est un fonds d'1 milliard d'euros sur 5 ans, donc jusqu'en 2027. Donc comme je vous disais, le FIPU, c'est 3 destinataires de paiement. Le premier destinataire, France Compétences. France Compétences, ça va être vraiment pour financer des projets de reconversion professionnelle afin de prévenir l'usure professionnelle liée aux contraintes physiques
dans le cadre du travail des salariés, donc vraiment lié au TMS. Donc, on va financer des projets de transition. Donc, France Compétences a été doté d'un budget de 40 millions d'euros, donc au niveau national. Pour 2024, ces budgets sont aujourd'hui épuisés. Le deuxième destinataire de ces financements, ce sont les organismes professionnels de prévention des branches. Donc aujourd'hui, le seul créé, c'est l'OPP-BTP, qui va pouvoir financer un programme d'action de sensibilisation et de prévention, donc ciblant toujours ces facteurs de risque ergonomique, TMS. Voilà, ce sera dans le cadre d'une convention signée et approuvée par la Commission accident du travail et maladies professionnelles. Cette convention sera signée avec la CNAM. Et le troisième volet, donc troisième destinataire, donc ce sont les entreprises. Ce fonds est géré par les CARSAT, c'est une gestion régionale, 150 millions donc au niveau national pour 2024. Donc pour qui? Pour les entreprises avec une priorité aux TPE, PME. Comment? Donc via des subventions, les subventions que l'on va voir tout de suite, donc subventions pour la prévention des risques ergonomiques. Elles ont été lancées le 18 mars 2024. Un dispositif qui a peiné un petit peu dans son lancement. Aujourd'hui, on est à un taux de consommation du budget de 18%, donc il reste encore beaucoup de budget. Budget que l'on avait pour 2024 est de 7 120 000 euros. Voilà, ces budgets sont reconduits sur 2025 avec les mêmes montants. Les montants qu'on n'a pas consommés aujourd'hui en 2024 seront reportés en 2025. Donc, comme je vous disais, priorité aux TPE, PME. 70% de ce budget de 7 millions est affecté pour les entreprises de 0 à 49 salariés, donc environ 5 millions d'euros. 20% du budget pour les entreprises de 50 à 199 salariés. Là, on est à peu près sur 1,5 million. Et pour les entreprises de plus de 200 salariés, c'est 10% de ce budget, ce qui équivaut à peu près à 700 000 euros. Alors, les subventions prévention, pour qui, pourquoi? Et je vais laisser la parole à mon collègue Renaud. Merci Isabelle, bonjour à tous. Donc, toutes les entreprises du régime général, sauf les organismes de la fonction publique, peuvent prétendre à cette subvention, hein, quel que soit leur effectif. Alors, il y a quand même quelques conditions, hein. Il faut adhérer à un service de santé au travail. Il faut avoir réalisé et mis à jour son document unique d'évaluation des risques. Il faut bien sûr informer les représentants du personnel du projet d'investissement pour lequel la subvention est demandée, et puis informer également les représentants du personnel de la demande de subvention. Et puis bien sûr, il faut être à jour de ses cotisations sociales. On ne va pas subventionner des entreprises qui doivent de l'argent à la sécurité sociale. Les travailleurs indépendants peuvent également prétendre à ces subventions, avec pour condition d'adhérer à l'assurance volontaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, et puis là aussi être à jour de ses cotisations sociales. Sur la diapo suivante, donc nous voyons que c'est une subvention qui est consacrée à des investissements réalisés, des investissements visant à améliorer la prévention des TMS. Donc il y a les investissements qui sont subventionnables figurent sur une liste fermée d'équipements, hein, liste avec des cahiers des charges précis pour chaque équipement. Donc les équipements qui ne sont pas sur cette liste ne sont pas subventionnables, hein. On est bien sur une liste fermée. C'est le fournisseur qui atteste de la conformité de l'équipement au cahier des charges. Et donc la subvention est versée sur facture acquittée. Il n'y a pas de réservation préalable de la subvention. Donc l'entreprise vérifie que son investissement correspond bien à la liste et à la conformité de l'équipement avec l'aide du fournisseur, et ensuite adresse la facture avec un certain nombre de pièces complémentaires à la CARSAT qui vérifiera l'ensemble des pièces et qui pourra verser la subvention. Alors, point important, l'investissement, on ne finance que les investissements de l'année en cours.
ça veut dire que nous ne pourrions pas, par exemple, subventionner en 2025 un équipement dont la facture date de 2024. Donc, on doit toujours être sur l'année en cours. Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, les subventions prévention des risques ergonomiques, c'est 4 dispositifs distincts. On a un dispositif qui s'appelle subvention action de prévention, où on va pouvoir financer des équipements, des diagnostics et des formations. Un autre dispositif, donc action de sensibilisation. Troisième dispositif, les salaires de préventeurs. Et enfin, celle qui nous intéresse aujourd'hui, la subvention aménagement de postes, donc dans le cadre de la prévention des insertions professionnelles et du maintien dans l'emploi. Donc, je vais vous faire un petit zoom rapide sur la subvention action de prévention, donc qui permet de financer une liste limitative d'équipements éprouvés en prévention. Donc, ce sont des équipements que l'on connaît. On connaît leur plus-value en prévention et leur niveau de sécurisation. Ces équipements doivent être conformes à un cahier des charges, donc le cahier des charges de la subvention. Donc, vous voyez ici la liste des équipements que l'on peut subventionner dans ce dispositif. Nous avons des équipements de transfert, des équipements roulants, des plans de travail réglables en hauteur et des équipements spécifiques. Donc, tous ces équipements sont éligibles à toutes les entreprises, quelle que soit leur activité, quel que soit leur effectif. Il y a juste quelques équipements qui sont vraiment dédiés à certaines catégories d'entreprises. Par exemple, vous voyez ici les lève-personnes sur rail qui sont dédiés donc aux établissements de soins. Plus bas, on a les montes-meubles qui sont dédiés aux déménageurs, les montes-matériaux donc pour le secteur de la construction. Donc voilà, donc une liste limitative. On ne peut ici, dans ce dispositif, financer uniquement que ces équipements. Cette liste est évolutive. Une dernière mise à jour vient d'être opérée en octobre, hein. On a ajouté une dizaine d'équipements qui sont les derniers que l'on voit sur les équipements spécifiques, par exemple tout ce qui est pour le secteur de la restauration, les lave-verres avec osmoseur, les bacs à shampoing pour les coiffeurs, etc. Donc cette liste évolue, donc on incite vraiment les entreprises à regarder régulièrement, voir s'il n'y a pas des nouveautés. Donc l'entreprise, pour demander ce dispositif, elle devra fournir un RIB, une attestation URSSAF comme quoi elle est à jour, une facture acquittée et une attestation du fournisseur le fournisseur atteste que le matériel est conforme au cahier des charges. Et je vais laisser la main à Renaud pour présenter le volet diagnostic ergonomique. Nous n'avons plus de son. Oui, excusez-moi, je n'ai pas mis le micro, donc il faut que je répète. Donc, c'est une subvention, la subvention diagnostic ergonomique, qui s'adresse aux entreprises qui souhaitent réduire le risque de TMS, mais qui n'ont pas trouvé de solution dans la liste des équipements, les listes fermées d'équipements dont on vient de vous parler. Donc, ce diagnostic permettra d'analyser les situations de travail, les facteurs de risque de TMS et leurs causes pour trouver les meilleures solutions et planifier leur mise en œuvre. Alors, pour être subventionnable, le diagnostic ergonomique doit être réalisé par une personne dont la compétence est reconnue. Concrètement, ça veut dire que l'intervenant devra être présent, avoir une certaine compétence, c'est-à-dire être inscrit sur la liste des intervenants en prévention des TMS qui est proposée par la CARSAT Bretagne. C'est une liste qu'on appelle Ergo Réseau. Ça peut être aussi un ergonome qui travaille au sein d'un service de prévention en santé au travail. Ça peut être un intervenant de l'OPPBTP qui promeut la démarche Adapt BTP. Ça peut être un chargé de mission de l'ANACT ou encore un consultant inscrit comme intervenant en prévention des risques professionnels auprès de l'ADRETS et un intervenant bien sûr qui a des compétences en ergonomie.
Alors, et vérifier également que le diagnostic est complet, c'est-à-dire qu'il présente le contexte de l'entreprise, quelle est sa situation en matière de risque de TMS, et quelles sont les raisons qui motivent la réalisation d'un diagnostic. Et puis, point important, la méthode qui est déployée pour faire le diagnostic. Notamment, on attache de l'importance à la participation du personnel concerné dans la réalisation du diagnostic. Bien sûr, il y aura dans ce diagnostic une description de l'activité, ses contraintes physiques et organisationnelles. Et puis, le diagnostic doit déboucher sur un plan d'action concret avec des solutions hiérarchisées. Donc, voilà ce qui est demandé pour bénéficier de cette subvention. Diapo suivante. Autre dimension de cette subvention prévention des risques ergonomiques, c'est le volet formation. Nous subventionnons des formations qui s'adressent aux entreprises qui souhaitent développer des compétences internes à la conduite d'une démarche d'amélioration de la prévention des TMS, donc plutôt des grandes entreprises, et sont subventionnables des formations présentes là aussi sur une liste fermée de formation. Donc, je ne vais pas décrire le détail. De toute façon, vous aurez le diaporama et vous pourrez vous y référer. Donc, pour bénéficier de la subvention, il faudra, outre envoyer un RIB et une attestation URSSAF, on paye sur facture acquittée. Et puis, bien sûr, on demande les attestations de formation correspondant à la demande de subvention. Je passe la parole maintenant à Isabelle pour la suite. Alors, on vient de voir le premier dispositif de subvention donc, qui s'appelait Action de prévention avec les 3 volets, le volet équipement, le volet diagnostic et le volet formation. Donc, on passe sur un autre dispositif distinct qui s'appelle la subvention Action de sensibilisation. Donc, ici, on va pouvoir financer des actions de sensibilisation et de communication sur les risques ergonomiques, donc à destination des salariés des entreprises. Il pourra s'agir d'infographies, papier ou web, des affiches, de la documentation, des modes opératoires. Là, on paiera également sur facture acquittée. On va également pouvoir participer financièrement à de l'événementiel interne. Sur ces risques de TMS, on va participer aux frais de logistique, aux frais d'animation par un prestataire, tout ce qui est facturation de préparation, un bilan externe également. Par exemple, là dans le réseau, nous on n'a pas fait au niveau de la région Bretagne, mais dans d'autres régions, il y a des escape games qui ont été financés via ce dispositif, donc c'est quand même assez intéressant. Ça permet de fédérer les équipes et puis sur un sujet vraiment en lien avec le travail. Donc voilà, donc tout type d'événementiel, excusez-moi. Le 3e dispositif, donc salaire préventeur. Donc ici, à partir du moment où une entreprise pourra montrer qu'une personne est salariée de l'entreprise et est chargée de la mise en place d'actions de prévention et de sensibilisation des risques TMS, on va pouvoir lui verser un forfait. En fait, on verra un petit peu plus loin le montant de ce forfait. L'entreprise, elle doit justifier par un contrat de travail en cours, donc qu'il soit en CDD ou en CDI, que le salarié a des missions de prévention et de sensibilisation sur les TMS pour les salariés de l'entreprise. Il peut s'agir de toutes ces missions ou juste une partie, 20% de son temps sur la prévention. Là, ça marche aussi. Voilà, donc les pièces à fournir, l'entreprise, elle nous fournit uniquement un RIB, une attestation URSSAF, comme pour les autres subventions. Ici, elle fournira le contrat de travail du salarié avec la fiche de poste et une attestation de l'entreprise, donc une attestation sur l'honneur par lequel le chef d'établissement certifie que le salarié a bien des missions sur les TMS. Et maintenant, on va faire donc un zoom sur le dispositif qui nous concerne aujourd'hui tous, donc la subvention aménagement de poste. Et je vais laisser la parole à Renaud. Merci Isabelle.
Donc là, nous sommes plus dans la prévention collective des risques. Là, toutes les subventions dont on vous a parlé précédemment, on était vraiment dans la prévention collective des risques. Là, nous sommes dans le maintien individuel dans l'emploi de personnes qui ont une restriction médicale. Et là, on fait du sur-mesure puisque sont subventionnées des solutions préconisées par le médecin du travail pour continuer à travailler dans l'entreprise. Alors, des aménagements, des transformations du poste de travail, des équipements qui permettent le maintien dans l'emploi, ainsi que des prestations qui peuvent être associées à ce maintien dans l'emploi. Par exemple, si c'est une installation de levage qui permet de faciliter les manutentions manuelles, vous pouvez également faire financer la vérification de la conformité de cette installation. Vous pouvez également faire financer la formation du salarié concerné à l'utilisation du nouvel équipement. Alors, il faut préciser, pas besoin que le salarié concerné soit reconnu travailleur handicapé ni qu'il soit en arrêt de travail. Donc on essaie de prendre les choses le plus en amont possible. En revanche, il faut qu'il y ait une restriction médicale, comme je disais, qui doit être liée au risque de TMS. On est sur la prévention des risques ergonomiques. Donc s'il y a une restriction médicale sur un autre sujet, ça ne pourra pas rentrer dans ce cadre. Alors, comment fonctionne la demande de subvention? Le médecin analyse la situation de travail du salarié qui est en restriction médicale et en fonction de son analyse, va préconiser des aménagements de poste ou l'acquisition d'équipements, bien sûr en accord avec le salarié concerné, et il va compléter une attestation précisant les investissements qui sont nécessaires au maintien dans l'emploi. Donc on est vraiment là sur du sur-mesure. Alors, il existe déjà des aides permettant de l'adaptation des postes de travail aux personnes qui ont des restrictions. Mais cette subvention va être cumulable avec ces aides existantes, notamment avec les financements de l'AGFIP. La CARSAT est primo-financeur et l'AGFIP pourra compléter le plan de financement, bien sûr en ne dépassant pas les 100% de subvention au total. Mais il y a un cumul possible. Isabelle va nous parler de la suite de cette subvention. Alors, comme vient de vous l'expliquer Renaud, en fait, la CARSAT, c'est du droit commun en fait et intervient en primo-financeur. L'AGFIP intervient en second financeur. La problématique que nous avons mis en évidence, c'est que nous, CARSAT, on intervient sur facture et que l'AGFIP participe sur devis. Donc, en fait, on est inversé. Donc, on a fait un travail de collaboration avec l'AGFIP, donc avec Madame Vaden. Je ne sais pas si elle est présente là au webinaire. Je ne vois pas la liste des présents. Oui, bonjour, je suis bien présente. Bonjour, merci Madame Vaden. Je vais vous laisser la parole si vous voulez compléter mes propos juste après. Donc, en fait, on a fait un travail de collaboration. Alors, on n'a pas encore testé sur un dossier. On a fait ça récemment. On a travaillé sur ce process en octobre. Voilà. L'objectif, c'est de résoudre cette problématique intemporelle, CARSAT primo-financeur mais sur facture et AGFIP aide en complémentarité mais sur devis. Donc l'objectif, c'est vraiment d'accompagner les actions PDP et le maintien dans l'emploi des salariés via les deux financements et aussi au niveau de nos organismes, de garantir que le total des financements apportés par nos organismes n'est pas supérieur au montant des investissements. Donc ici, on vous présente un petit peu le process. Les équipes de Cap Emploi et Comet voient des salariés en difficulté et font une demande d'aide à la GFIP. À partir du moment où cette demande d'aide est transmise à la GFIP, un dossier va être transmis en parallèle à la CARSAT Bretagne avec deux pièces, donc un formulaire de renseignement et un devis. Alors, je vais essayer de vous afficher ce formulaire de renseignement un petit peu plus grand.
Il veut pas, alors on va pas l'afficher. Voilà, donc l'idée c'est de récapituler un petit peu le nom de l'entreprise, code postal, vite, SIRET, l'effectif de l'entreprise. Pour nous, c'est important pour savoir sur quel budget ça va être affecté. Une petite description de la situation du salarié concerné, le montant des investissements et avec ce formulaire, donc on va nous transmettre les devis. Nous, à notre niveau, à réception de ce dossier, on va enregistrer un dossier en pré-réservation et on va envoyer une notification à l'entreprise avec copie à la GFIP. Dans cette notification, on va dire à l'entreprise que voilà, on va pouvoir financer les investissements à hauteur de, et là, on mettra le montant que l'on va accorder à l'entreprise. Et ainsi, la GFIP pourra connaître la somme qui va être versée par la CARSAT et intervenir en complément. Hop, j'essaye de retrouver ma souris. Derrière, ce qu'on a convenu aussi avec la GFIP, c'est que la GFIP nous transmette un tableau récapitulatif des décisions, donc tous les 15 jours. Ça permet de faire un petit peu le point de nous de chaque côté, de voir quels sont les types d'investissements et les dossiers qui sont en cours. Et voilà, et puis donc pour la CARSAT, pour la subvention prévention des risques ergonomiques, à réception de la facture, l'entreprise va faire sa demande de subvention. Donc je vais vous présenter un petit peu le dispositif après, comment elle formule sa demande. Voilà, c'est vraiment à l'issue de tout ça que l'entreprise pourra faire sa demande quand elle aura réceptionné le matériel qui sera payé et qu'elle aura la facture. Voilà, donc l'aide à GFIB sera donc versée en connaissance du montant subvention CARSAT jusqu'à un possible, potentiellement, et un reste à charge de 0 pour l'entreprise, bien évidemment, sans aller au-delà. Madame Vadem, est-ce que vous souhaitez intervenir? Alors, j'ai juste vu qu'il y avait une question de Xavier Mahé sur collaboration avec Cap Emploi aussi, semble-t-il. Alors, dans la démarche initiale, c'est AGFIP CARSAT Risque Pro où on a effectivement échangé sur le sujet et on a proposé ensuite cette procédure donc du coup à Valérie Loric, qui est référente maintien au niveau de la région sur le Cap Emploi. Et donc, du coup, ça a été validé effectivement par le Cap Emploi. Et on a élargi aux équipes Comet ensuite, de manière à ce que vous ayez l'information, puisque nous avons une partie des bénéficiaires en commun. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter. Merci. Merci. Hop, alors, comment ça se passe? Les pièces à fournir par l'entreprise, donc à l'issue de l'investissement, donc un relevé d'identité bancaire, une attestation URSSAF, une facture acquittée. Cette facture acquittée, elle doit être postérieure à la date de l'attestation du médecin du travail. Bien évidemment, le médecin du travail préconise des aménagements, des investissements, et l'entreprise ensuite va faire les investissements. Donc forcément que la facture, elle doit être postérieure à cette attestation. Donc cette attestation, vous la voyez ici. L'entreprise devra également fournir une attestation par laquelle elle atteste que le salarié occupe un poste exposé aux facteurs ergonomiques. Voilà pour les pièces à transmettre par l'entreprise. Alors, je vous fais là un petit zoom sur les dossiers que l'on a reçus. Donc, je vous rappelle, la subvention a été lancée le 18 mars. Donc, on a quand même reçu peu de dossiers en lien avec ces aménagements de poste, donc sur prescription du médecin du travail. Une trentaine de demandes, 19 refus, ce qui est énorme, 63%. Pourquoi on a fait des refus? On a fait des refus parce que les montants des investissements étaient insuffisants. Donc la subvention, elle doit bien être inférieure. Elle ne peut pas être inférieure à 1 000 €. Ce qui fait qu'en fait, si on intervenait ensuite en complément de la GFIP, la GFIP avait versé l'aide et pour nous, le complément n'était pas supérieur à 1 000 €. Donc là, c'était un refus, ce qui est quand même dommage quand même pour l'entreprise. Donc, on a quelques erreurs aussi de dispositifs de subvention. Les entreprises se trompent quand elles formulent leurs demandes. On a des dossiers qui nous sont arrivés sans attestation du médecin du travail, mais avec un diagnostic ergonomique d'un service de prévention santé au travail.
tel qu'on le demandait avant dans la subvention TMS Action. On demandait un diagnostic ergonomique. Donc là, les entreprises ont gardé un petit peu ce mode d'emploi et nous fournissent des diagnostics ergonomiques, ce qui n'est pas recevable. On a aussi fait des refus parce que la date de l'attestation du médecin était postérieure aux dates de facture. De même, on n'accepte pas le matériel d'occasion. Voilà, donc aujourd'hui, on a 5 dossiers en cours d'instruction et on a payé 5 dossiers. Un exemple d'un dossier qu'on a payé, voilà, donc on avait reçu une attestation d'un service de santé, donc santé prévention BTP 35. J'ai masqué forcément les informations confidentielles. Donc voilà, vous voyez dans le commentaire plus bas, le médecin a indiqué que pour favoriser le maintien en emploi du salarié, il est souhaitable, donc c'est une proposition, que son poste soit aménagé avec le matériel suivant. Donc une liste d'équipements qui sont préconisés. Nous, l'entreprise nous a fourni des factures pour un palonnier avec un préhenseur à ventouse, une potence et un gerbeur. Donc nous, on a financé ces équipements-là. On peut citer autrement comme exemple d'actions qui ont pu être un petit peu originales et mises en place dans d'autres régions. On a financé par exemple une boîte de vitesse automatique dans un véhicule pour un salarié cinquantenaire. Il était il est toujours maîtreur dans une entreprise du bâtiment. Donc, il va de chantier en chantier avec sa voiture toute la journée. Il présentait des pathologies articulaires, donc une CARSAT a participé au financement. Donc, forcément, on a financé que la partie boîte automatique dans le véhicule. Et vous voyez, en fait, on peut aller sur plein de sujets à partir du moment où cela concerne des risques TMS. On ne va pas aller financer des risques, enfin, si des prothèses auditives, des choses comme ça ne fonctionne pas. Donc maintenant, on va voir le montant de toutes ces subventions, les règles de cumul et les plafonds. Donc, taux de prise en charge donc, par la CARSAT, les subventions sont de 70% du montant hors taxe de la facture. Les règles de cumul et les plafonds sont différents selon la taille de l'entreprise. Comme je vous disais, vraiment priorité pour les TPE et PME. Les taux de prise en charge et plafonds vont aussi être différents aussi si on a la notion de signature d'un accord de branche ou pas. Depuis le début de l'année 2024, donc les branches professionnelles ont été appelées à négocier des accords de branche qui sont déposés après pour extension auprès de la Direction générale du travail et qui vont identifier les métiers et activités particulièrement exposés aux facteurs de risque ergonomique. Aujourd'hui, on a 6 accords de branche qui sont signés. On a la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif, la branche des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. On a la branche des fleuristes, de la vente et des services animaux familiers. Donc, c'est très, très pointu, ces accords de branche. Depuis le 1er octobre, on a 3 nouveaux accords de branche qui ont été promulgués. Donc, branche des industries électroniques et gazières, branche de l'aide, accompagnement, soins et services à domicile, et enfin la branche détaillant de chaussures. Hop. Donc ici, les taux de prise en charge. Donc vous voyez ici 70% pour les 3 premiers dispositifs. Actions de prévention, actions de sensibilisation et aménagement de poste, donc 70% du montant hors taxe de la facture. Plafond par dispositif, donc 25 000 euros. Pour le salaire préventeur, c'est un forfait de 8 235 euros que l'on verse à l'entreprise. Une entreprise de moins de 200 salariés, le plafond est à 75 000 euros, donc elle va pouvoir cumuler plusieurs dispositifs jusqu'à atteindre ces 75 000 euros. Par contre, les entreprises de plus de 200 ne peuvent prétendre qu'à 25 000 euros de subvention. Les entreprises pourront faire plusieurs demandes pour atteindre ces montants. Voilà. Ces plafonds sont augmentés en cas d'accord de branche, comme je vous ai expliqué. Ce n'est plus 70%, mais 85% de la facture que l'on va payer.
y compris pour la subvention aménagement de poste. Donc voilà. Plafond par dispositif, il change aussi suivant si pour les entreprises de moins de 200, hein, le plafond par dispositif, il passe à 50 000 euros. Les plafonds par entreprise pour les moins de 200 passent à 125 000 euros. Par contre, pour les entreprises de plus de 200, on reste à 25 000 euros. Alors, dans les faits, comment ça se passe? Comment les entreprises demandent une subvention? En fait, elles se connectent sur leur compte Net Entreprise. Et là, elles vont cliquer sur Compte Entreprise, donc sur ce site. Hop, et puis elles ont un onglet Obtenir une subvention. Et à partir de là, elles vont être guidées, elles vont remplir un formulaire de demande, elles vont verser les pièces telles que RIB, attestation URSSAF, facture, etc., selon le dispositif de subvention. Au lancement de ce dispositif, donc en mars 2024, dispositif assez complexe, hein, avec donc 4 types de subventions. Au sein des subventions, on peut avoir plusieurs volets. Donc, on a mis en place des outils en Bretagne pour guider les entreprises. On a aussi des informations sur notre site internet avec une jauge, hein, sur les disponibilités budgétaires. Donc, vous voyez ici, on est toujours dans le vert, hein. On a un guide interactif que je vais essayer de vous montrer s'il veut bien se lancer. Hop, il veut bien, c'est formidable. Mais vous n'allez pas peut-être. Hop. Hop. Donc voilà, c'est un outil interactif. Vous voyez ici. Vous voyez pas ici. Vous voyez pas? Ok, bon, ben, un petit problème de partage. Hop. Donc je reviens à mon diaporama. En fait, vous aurez le support de présentation, hein. Donc vous pourrez. Est-ce que vous voyez bien ma page là maintenant? Hop. Hop, vous aurez le support de présentation et vous verrez qu'il y a des liens. En fait, ce guide interactif, il présente vraiment les points clés de chaque dispositif avec le process étape par étape et tous les documents à télécharger. Donc les attestations, les conditions d'attribution, etc. On a aussi mis en place un simulateur d'éligibilité. L'entreprise, voilà, bah, elle clique, on pose des questions, hein, et puis elle clique oui ou non, et en fonction des réponses, on la guide sur les documents à télécharger ou sur les procédures à mettre en place. Il y a aussi un site internet, donc amélie.fr, Amélie Entreprise, où toutes ces subventions sont expliquées. Ici, vous avez un petit dépliant aussi en haut à droite à télécharger qui présente ces 4 dispositifs. Hop. Je passe à la diapo suivante. Et je laisse Renaud vous présenter les autres dispositifs de subvention pour les moins de 50 salariés. Oui, rapidement, avant de passer à vos questions et à nos réponses, hein, qui commencent déjà à être nombreuses quand on regarde le fil de conversation. Donc, nos subventions classiques, je dirais, qui ciblent les petites entreprises de moins de 50 salariés, sont toujours présentes. Donc, très rapidement, aujourd'hui, on a 11 dispositifs nationaux. Un dispositif qui vise à prévenir les risques psychosociaux grâce à l'accompagnement de l'entreprise par un consultant spécialisé. Nous avons une subvention qui s'appelle Top BTP, qui permet de subventionner des échafaudages sécurisés, des bungalows de chantier, des protections des trémies, des blindages également dans les tranchées. Nous avons 5 dispositifs de prévention des risques chimiques qui permettent de financer des dispositifs de captage de polluants ainsi que des équipements de protection. Et nous avons également des subventions régionales
locaux plus sûrs, qui sont des subventions qui visent à améliorer les conditions de travail en adaptant les locaux au travail réalisé par les salariés. Donc ça peut être des protections collectives contre les chutes de hauteur, tout ce qui concerne la circulation extérieure au bâtiment, tout ce qui est séparation des flux également, circulation intérieure, l'éclairage naturel, le traitement acoustique, donc tout ce qui permet d'améliorer les conditions de travail à l'intérieur et autour des locaux. Nous avons une subvention régionale visant à promouvoir la prévention du risque d'exposition au radon, hein. La Bretagne est une région exposée à ce risque. Donc, subvention pour vous aider pour aider les entreprises à évaluer la présence de radon sur les lieux de travail et puis à engager des travaux pour réduire ce risque. Et enfin, une subvention qui s'appelle livraison plus sûre. Et là, nous subventionnons des équipements ou des aménagements qui sécurisent la livraison dans les entreprises. Voilà, donc subvention qui cible les entreprises de transport de marchandises. Et dans le cadre de cette subvention, nous pouvons également subventionner la formation des dirigeants de ces entreprises de transport de marchandises. Voilà très rapidement les subventions qui concernent les petites entreprises et qui restent actives aujourd'hui. Et maintenant, je vous propose de passer à vos questions qui sont déjà nombreuses dans le fil de conversation. On n'a pas réussi à y répondre au fur et à mesure, donc vous pouvez les reformuler maintenant et on essaiera d'y répondre. Ouais, en fait, je vais peut-être revenir sur les premières questions, Renaud. Alors, il y avait une question de Christelle Ferré. Donc c'était sur le début de la présentation. La demande est liée à un salarié en particulier. Faut-il qu'il bénéficie d'une OETH? Alors, est-ce que vous pouvez préciser ce qu'est une OETH? C'est pour la subvention. En fait, moi, je me posais la question. Moi, j'ai eu la réponse après, parce que en fait, au démarrage, ce sont des aides, si j'ai bien compris, qui sont plutôt générales pour l'entreprise, hein, pour des aménagements globaux. Et après, il y a des aides plus spécifiques pour des salariés, mais j'ai vu, hein, que c'était marqué avec ou sans RQTH. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'une OETH, enfin, d'une obligation. Simplement une restriction. Ah, ton micro, mais C'est simplement une restriction médicale, hein, qui permet d'obtenir la subvention. Il n'y a pas besoin de preuve de handicap supplémentaire. D'accord, merci. alors la question qui suit, c'est de Delphine Ramy. Est-ce mobilisable pour un travailleur indépendant et y a-t-il un coût journalier, un plafond? Je me permets de préciser, bonjour. Bonjour. C'était sur le volet qui a été présenté sur les études ergonomiques, enfin le potentiel étude ergonomique. Je voulais savoir si c'était plafonné sur un coût de journée ou de demi-journée sur le recours à un prestataire et est-ce que c'était effectivement mobilisable pour un travailleur indépendant ou uniquement pour des salariés? Merci. Alors, c'est mobilisable, hein, pour un travailleur indépendant. Il y a pas de restriction. À partir du moment où ce travailleur indépendant cotise à l'assurance volontaire, il n'y a pas de coût journalier à partir du moment où le diagnostic respecte, les règles qui sont définies, donc le prestataire qui doit figurer sur une liste bien précise et le diagnostic qui doit contenir donc, les points clés qui vous ont été présentés par, Renaud tout à l'heure. Pour compléter, bien sûr, les plafonds seront également utilisés. Les plafonds généraux seront utilisés pour cette subvention également. Merci. Je me permets juste, de vous demander une précision parce que pour les travailleurs indépendants, on sait que c'est pas encore, systématique, enfin, en tout cas, c'est pas forcément le cas, dans les codes d'Armor, mais ils sont pas forcément reçus par les médecins du travail. Comment on fait quand on n'a pas justement le document, qui va être complété par le médecin du travail pour eux?
En fait, c'est une bonne question. On n'a pas eu cette question-là au niveau du réseau. Ah oui, vous dites les travailleurs indépendants ne sont pas suivis par une médecine du travail. Non, ça fait partie de la loi de 2021, mais c'est pas encore complètement actif, on va dire. Donc, du coup, si ce formulaire est effectivement indispensable pour l'aménagement individuel, ça risque d'être problématique. Oui, parce que pour nous, pour l'instruction des dossiers, en fait, c'est une clause obligatoire. Ça doit être une prescription du médecin du travail. Donc, en fait, si on n'a pas de prescription, on ne pourra pas financer pour le travailleur indépendant. Mmh. Et on continue sur les questions dans le fil de conversation, et après on prendra les questions à l'oral, hein. Et y a-t-il un pourcentage de prise en charge déterminé par, la CARSAT sur les différents matériels? C'est Juliette Pédron qui a posé cette Du coup, question. c'est pareil. Pardon, j'ai eu ma réponse en cours de Oui, route. oui. D'accord. Merci Ça beaucoup. va. Si notre réponse vous satisfait, c'est bien. Voilà, c'est 70% ou 85 si un accord de branche a été signé. Est-ce le Cap emploi ou l'AGFIP qui vous envoie le formulaire? Oui, ça c'était sur ta présentation. Euh, Oui, on- désolée, c'était encore moi. Mmh mh. Effectivement, je me posais la question parce que dans le détail, on a l'impression qu'on fait la démarche et au niveau de la GFIP et auprès de vous, mais j'étais pas complètement sûre parce que en fait, c'est vrai que si ça part à la GFIP et que vous voyez ensemble entre CARSAT et AGFIP, c'était peut-être plus simple pour les répartitions justement budgétaires et pour être sûr de ne pas dépasser les 100%. C'était en parallèle, hein, je crois, Madame Vaden, hein, Oui, qu'on avait vu, hein. En parallèle, oui, le dossier est transmis en même temps, en fait. exactement. L'idée, c'est de transmettre les deux en même temps, de manière à ce que la CARSAT puisse se positionner, hein, faire une prévalidation de la demande et faire le lien ensuite avec nous, de manière à ce qu'on puisse nous instruire la demande en connaissant le montant pris en charge par la CARSAT, de manière à ce qu'on Euh, puisse. du coup, on envoie, nous, le formulaire à la CARSAT, on envoie la demande à la GFIP et ensuite, est-ce qu'on a la visibilité sur la réponse de la CARSAT envers vous? Parce que du coup, il ne faut pas qu'on loupe le fil, hein, dans le cadre du suivi des accords de financement. Je ne sais pas quel est le délai de la CARSAT. Est-ce qu'on a l'info Alors, la prévalidation de mémoire, Madame Béchu, vous l'envoyez à la GFIP, mais également au prescripteur, hein, qui est le Cap emploi au Comet. Tout à fait, c'est ce qu'on avait noté. En fait, la CARSAT, elle envoie la notification de pré-réservation à l'entreprise, copie à GFIP et puis le demandeur, en fait, si c'est Cap Emploi ou Comet. D'accord. Et petite question, parce que c'est vrai que ça se fait par exemple dans le cadre des conventions pour Transition Pro ou sur d'autres choses, d'avoir convention à GFIP et nous, on envoie un dossier et ensuite, vous voyez les pourcentages de prise en charge. Je vous avoue que nous, c'est plus confortable au niveau administratif. Je ne sais pas si c'est un projet ou pas à venir après ou Du tout. Les du choses ont tout. été travaillées avec Keops, hein, dans le cadre de Mm, cette procédure. Donc, ça a été validé par Keops. Donc, on est sur une procédure qui est lancée et d'accord. qui sera a priori ajustable, mais à la marge. Il ne s'agit pas de tout déconstruire. On va Oui, tester oui, déjà le bien sûr. fonctionnement Mm. de celui-là, quoi. Oui, l'idée, c'est aussi de tester sur les premiers dossiers et puis voir peut-être si besoin de se réajuster. Je pense qu'on verra au fil de l'eau. Merci beaucoup. Merci. Madame Enfin, moi, Bellouet, vous vouliez réagir peut-être? Vous avez levé la main, Madame Bonjour, Bellouet? est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Nadège Belouet, donc je suis ergonome au centre de rééducation de CARPAP, dispositif Comet France. Je me posais la question pour les travailleurs indépendants. Ça m'est arrivé de déposer des dossiers à la GFIP avec le concours du médecin de rééducation qui réalisait un certificat médical pour valider les aménagements de poste, faute de médecin du travail et faute d'un service de santé au travail qui voulait bien prendre le travailleur indépendant en affiliation.
est-ce que c'est possible de mobiliser le médecin de rééducation pour les aides CARSAT? J'ai envie de répondre oui. Alors je vais être très administrative. Est-ce que ce médecin de rééducation est en mesure de produire l'attestation que j'ai présentée? Alors, je n'ai pas encore eu l'occasion de leur poser la question. Est-ce qu'ils ont, en fait, est-ce qu'ils ont à leur disposition ces attestations de suivi des salariés? C'est peut-être la question. Après, moi, je peux me renseigner, hein, je vais remonter au niveau national pour voir si une attestation d'un médecin de rééducation serait recevable justement pour les travailleurs indépendants. Alors, on va être bien honnête, c'est à la marge. Dans l'idéal, ce Oui, serait un médecin du travail. On est tous d'accord, hein, sur le principe. ouais, Et c'est que simplement, on fait avec les outils qu'on arrive à trouver. tout à fait. Tout à fait. Hein. Je poserai la question. Je vous remercie. Alors, il y a une question. Est-ce que l'intitulé de la préconisation médicale doit être strictement la même que sur la facture? Par exemple, aide à la manutention et chariot de manutention. Non, on va rester quand même sur quelque chose de global. Alors, plus c'est précis, plus ça va nous aider. Mais en fait, on va essayer de faire le lien entre ce qui est écrit et la facture. Donc, on a pu voir des dossiers où on demandait quand même à l'entreprise de compléter ce que voulait dire le médecin. Enfin, on a vu des dossiers où c'était écrit uniquement objectif réduction des risques de TMS. Mais bon, voilà. Là, c'est pour coller à la subvention. Le médecin du travail avait rédigé. Mais pour nous, il faut quand même aller au-delà. Quel type d'équipement? Oui, parce qu'il ne faut pas se tromper là. L'objectif, c'est quand même le maintien dans l'emploi. Donc, si on se trompe d'équipement, ça peut être un échec. Et ça serait quand même dommage, faute d'avoir fait une étude suffisamment précise et d'être suffisamment précis dans les préconisations, de ne pas pouvoir faire bénéficier au final le salarié de cet aménagement ou de cet achat d'équipement. Alors, une question de Xavier Mahé. Dans les conditions d'attribution, il est noté que le FIPU a été créé pour réduire les risques dits ergonomiques qui sont listés au nombre de 3. Vos critères semblent finalement plus larges, exemple la boîte automatique. Est-ce qu'il est possible d'avoir des précisions sur ce point? Je peux répondre si tu veux. Oui. Oui, les risques ergonomiques, la boîte automatique va permettre quand même de réduire un certain nombre de gestes qui peuvent être répétitifs, euh, qui peuvent, euh, qui peuvent occasionner des TMS. Donc pour nous, là, ce type d'équipement, on est quand même bien sur une problématique d'ergonomie, hein, donc il y a pas de souci, on est bien dans le cadre. Alors, la question qui suit de Stéphanie Foraz, quel montant inscrire sur le dossier AGFIP? Dans quel coût inscrire sur le dossier AGFIP? Tableau des coûts. Est-ce que vous pouvez préciser peut-être? Alors, je pense que ça Bonjour. concerne l'AGFIP. Oui, c'est plus une question effectivement qui s'adresse à l'AGFIP puisqu'on rend effectivement un tableau des coûts avec un reste à charge pour l'entreprise, mais dans ce contexte-là, sans savoir forcément ce que la CARSAT va répondre sur comment on inscrit les choses en fait avec ces nouveaux paramètres. Alors, l'idée, c'est que justement, vous puissiez avoir l'information du montant qui sera pris en charge par la CARSAT, justement par le fait de la prévalidation. Cette prévalidation vous donnera le montant versé par la CARSAT, bien sûr, si l'entreprise va jusqu'au bout de la démarche et dépose bien sa demande finale. On est bien d'accord, c'est tout l'enjeu, hein. Il faut que l'entreprise joue le jeu derrière. Et donc, il restera forcément une enveloppe. Et pour tout te dire, ça re-questionne effectivement nos modalités d'intervention. On regarde la note que nous utilisions auparavant, mais qui sera re-questionnée en fonction des dossiers qu'on pourra recevoir voilà, en cofinancement. Donc, j'ai envie de dire, le montant restant, ce sera 30% ou 15% à peu près, hein, si on est dans. Voilà, les montants seront, à mon sens, pas très importants. Donc, voilà, ça re-questionnera notre intervention, mais en tout cas, le montant demandé pourra être de l'ordre de 30%.
Donc, on va demander d'abord l'aide de la subvention CARSAT. On va attendre le retour pour l'éventuelle voilà, la prise en charge avant de monter le dossier AGFIP, du coup. Eh ben, enfin, l'idée, c'est d'avoir la prévalidation quand même. C'est ça. Ouais. OK. Donc, voilà, c'est juste une précision qui est importante parce que c'est vrai que du coup, ça va nous permettre derrière de pouvoir présenter le dossier auprès de vous avec la prévalidation. Mais en effet, derrière, on a plutôt intérêt à ce que l'employeur, et je pressens qu'il va falloir qu'on l'aide derrière parce que, et qu'on vérifie qu'effectivement, il va au bout de la démarche, quoi. Oui. Exactement, c'est tout l'enjeu. Mais Alors, nous, du vous allez coup, oui. peut-être couvrir les choses dans votre notification en rajoutant peut-être Oui, tout une à fait. petite En fait, clause. nous, on va enregistrer ces pré-réservations. Donc, forcément, si derrière, on n'a pas le dossier final qui nous arrive, on relancera l'entreprise. On reprendra contact avec l'entreprise et puis on reverra avec l'entreprise et on la guidera pour faire sa demande. On va identifier, nous, hein, on mettra ces dossiers en prioritaire quand ils nous arriveront par mail pour vous apporter une réponse la plus rapide possible. Et vous avez juste sauté ma première question qui était, je vous interrogeais de savoir si le minimum des 1 000 euros prenait en compte la part AGFIP ou pas, pour vous? Alors, nous, on est primo-financeur. Donc, nous, si on a un devis de 70%, j'ai envie de vous dire, si on a, nous, on va verser nos 70%. Et derrière, la Donc, GFIP va venir en complément. le minimum Mais de nous, 1 000 euros 1 000 euros, d'investissement, pour vous, c'est le devis, enfin, ou la somme des non, devis oui, non, en fait, nous, c'est minimum 1 000 euros de subvention. de subvention. Donc, Voilà. 70% des devis qui fassent au minimum 1 000. C'est ça. On ne peut pas verser OK. moins de 1 000 euros. Nous, techniquement, nous, c'est pas possible. OK. OK. Donc, si jamais, peut-être potentiellement, on n'aurait pas de demande à GFIP du coup à faire derrière. En fait, si, Si. puisque nous, on ne paye pas plus de 70% du montant hors taxe de la facture. On ne va pas au-delà. Oui. OK. Bah, ça dépendra sans doute du montant de la demande et puis de la partie compensation. Oui, c'est ça. OK. Il n'y a pas de minimum pour les aides à GFIP, il n'y a pas de minimum d'aide, par contre. Alors, la GFIP, alors, j'essaye de mettre ma caméra, mais je ne sais plus trop. La GFIP, elle intervient uniquement sur la partie compensation. Effectivement, il n'y a pas véritablement de minimum, hein, même si effectivement on questionne les gros montants, évidemment. Mais nous, on n'intervient que sur la partie compensation du handicap. OK. Merci. Alors, il y a une main levée de Madame Pédron, si vous voulez prendre la parole. Oui, merci. Juste, je crois pas avoir eu la réponse. Par contre, sur le délai de réponse de la CARSAT, hein, si vous pouviez Alors, nous niveau donner un délai de éclairage. réponse au niveau de la pré-réservation à l'entreprise, Ouais, c'est ça. moi, je vais identifier, ce sera prioritaire, hein, parce que pour faire avancer les dossiers, je pense qu'on essaiera de réagir le plus rapidement possible. Hein, Et 48 heures c'est... maximum. Ah oui, Oui, en ah fait, oui. on va essayer Ça se d'identifier compte ces en dossiers-là. jours, quoi. Voilà, ça se compte en jours. Et Super. après, au niveau du volume, je m'engage Ouais, peut-être à voir en fonction du nombre de dossiers. ouais. En tout cas, Voilà. pour le moment, c'est à peu près la projection, quoi. La Quelques projection, jours c'est que pour... cette procédure de collaboration, pour moi, c'est prioritaire pour que vous puissiez faire votre travail Super. derrière et pas bloquer les choses. D'accord, merci. Et autre question, le délai pour le versement de l'aide. Nous, le délai, si on a un dossier complet, j'ai envie de dire que ce sera une semaine. Si on a un dossier incomplet et qu'il faut le revenir vers l'entreprise, ça va faire des allers-retours. Ça va complexifier les choses. Mais un dossier complet, nous, c'est très rapide. D'accord. Aujourd'hui, Merci on a beaucoup. très peu de dossiers complets. Très bien, merci.
Alors, on va reprendre les questions dans la conversation. Question sur l'éligibilité. Les associations et les EPIC sont-elles concernées? Quel est le délai pour l'envoi du préaccord à l'entreprise? Alors, toutes les entreprises qui relèvent du régime général peuvent bénéficier de ces subventions, y compris les associations, hein. Il y a seulement les organismes de la fonction publique qui ne peuvent pas prétendre à ces subventions. Quel est le délai pour l'envoi du préaccord à l'entreprise? Vous pouvez peut-être préciser quelle était la question là? Puisqu'il n'y a pas a priori de préaccord, hein, puisque nous, on vérifie il n'y a pas de réservation et de préaccord. Alors, si, Si, après, oui, vas-y. avec sur ce dispositif de collaboration, hein, avec Ah oui, la oui. GFIP. Mmh. Mais comme je disais, bon, voilà, on va essayer de faire 48 heures et puis après, on verra en fonction du nombre de dossiers qui nous arrivent. Mais voilà, jugé prioritaire pour ce process un petit peu particulier. Mais Ah qui, oui, c'est le préaccord à GFIP, d'accord. Alors, question de Xavier Mahé. Les travailleurs indépendants cotisent rarement à un service de santé au travail. Quelle attestation fournir On a pour eux? répondu, On a oui. déjà répondu. Tac, salarié particulier. Un salarié particulier, employeur, c'était Madame Bellouette, c'était quoi votre question exacte? J'ai une dame qui est ADSEM dans un groupement MAM et qui est salarié particulier employeur. Et on avait tenté de réfléchir à cette aide-là et semble-t-il, elle ne rentrait pas dans les critères pour pouvoir bénéficier. Alors, elle est salariée donc d'une structure? Non, en fait, elle travaille pour l'employeur, ce sont les parents en fait. Donc, elle a différents parents, différents employeurs pour garder les enfants. Elle est dans un statut un peu particulier. Oui, multi-employeur, oui. Ouais. Et du coup, est-ce qu'a priori, elle ne pouvait pas rentrer? Est-ce que finalement, elle peut rentrer dans les possibilités d'aide financière? Pour moi, à partir du moment où en fait, il faut qu'elle cotise à l'assurance volontaire accident du travail, maladie professionnelle. Non, là, Du moment qu'elle ça cotise, serait un des employeurs qui qui demanderait une subvention pour ce salarié qui travaille pour plusieurs employeurs, finalement, plusieurs employeurs particuliers, c'est ça? Ouais, mais l'employeur étant un particulier, c'est pas un salarié techniquement du régime général. ouais. Si, le salarié est assuré au régime général, mais il a plusieurs employeurs qui sont des particuliers. Ça peut être des femmes de ménage, des personnes qui gardent des enfants, etc. Peut-être qu'on interroge la CNAM là-dessus et comment La on question, pourrait faire. La difficulté est qu'un employeur soit d'accord de cotiser pour cette personne-là, et c'est pas forcément facile avec des parents qui sont des employeurs. Oui. Pour On moi, est embêté, en fait. le parent employeur n'a pas de numéro SIRET. C'est pas une entreprise du régime général. Donc pour moi, pour moi, ces personnes-là, non, ne sont pas éligibles. Je vais quand même me renseigner, je poserai la question. Je veux bien, je vous remercie. Alors, autre question pour les dossiers déposés en fin d'année. Comment peut-on gérer entre les dossiers déposés en pré-réservation en 2024, mais finalement facture 2025? Oui, alors pour nous, ça pose pas de souci. En fait, on va faire une pré-réservation, mais on sait qu'on va identifier le budget 2025. En fait, on s'adaptera en fonction de la date où on va recevoir la demande réelle de l'entreprise avec la facture. Si on reçoit une facture 2024 en 2024, voilà, après, si on reçoit rien, on basculera sur le budget 2025. Techniquement, c'est pas un souci. On s'adaptera en fonction de la date de la demande officielle ou de l'entreprise. Et dernière question, est-ce qu'il y aura une personne ressource qui pourra renseigner les employeurs médecins du travail sur le dispositif et vers laquelle on pourra les orienter? Une personne ressource à la CARSAT Bretagne, j'ai envie de dire moi, donc Isabelle Béchu.
Donc voilà, donc si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir clore cette réunion. Merci beaucoup de votre présence et on espère qu'on a pu vous éclairer sur les subventions, prévention, risques ergonomiques. Très bonne journée à Très tous. bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup.